Bonjour tout le monde, ravi de vous trouver dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire avec notre invité, l'honorable colonel Jacques Bou. Colonel Jacques Bou, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, comme chaque semaine. Mais merci de continuer à m'inviter. Quel honneur. Et je profite parce que je ne sais pas si j'avais souhaité déjà bonne année à tout le monde. Je pense que c'est la première séance depuis le début de l'année. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter ou re-souhaiter peut-être une bonne année à vous, à votre famille et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent assidûment. Et j'ai beaucoup de témoignages d'ailleurs ici à Bruxelles de gens qui, qui, qui régulièrement me suivent et suivent notre chaîne. Et je leur souhaite à tous également une bonne année à eux et à leur famille. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer à partager notre contenu, à soutenir notre chaîne, à interagir avec les interventions du colonel Jacques Bou. Colonel Jacques Bou, j'aimerais bien commencer avec vous concernant la situation en Ukraine. Quelle est la situation actuelle? Quelles seront les perspectives, surtout avec l'arrivée du terrain? Mais au niveau de terrain, la réalité du terrain, il y a des changements. Il y a ces attaques avec des missiles de longue portée. Et on évoque aussi ces problèmes de mobilisation dans les rangs des Ukrainiens. Il y a beaucoup des personnes qui ont déserté, qui ont décidé de déserter, même un groupe qui est venu pour se former en France, ils ont décidé de se déserter. Quelle est la situation sur le terrain, colonel? Alors, effectivement, on est dans la continuation de ce qu'on a vu dans le courant de l'année passée, c'est-à-dire une dégradation qui se perpétue en Ukraine. Comme l'avait dit Viktor Orban, le conflit en Ukraine ne pourra se résoudre que de deux manières. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'avais dit bien avant, j'avais signalé ça tout au long de l'année passée et même en 2023. Le conflit pourra se terminer de deux manières, soit par une négociation et une solution de paix définitive, soit par la destruction de l'un ou de l'autre des deux parties au conflit. Aujourd'hui, il apparaît, enfin, depuis en fait l'été 2022, il apparaît assez clair que la partie qui serait menacée de destruction, c'est plutôt l'Ukraine plus que la Russie. Par conséquent, toutes les prolongations qu'on fait, tout ce qu'on n'interrompt pas pour engager un processus de négociation, tout ce qu'on ne fait pas va dans la direction de la destruction de l'Ukraine. C'est exactement ce que vous pouvez lire dans mes livres depuis octobre 2022. Alors, dans ce contexte, eh bien, on s'aperçoit que progressivement, les Russes continuent à grignoter le territoire ukrainien. Et on a simplement, pour donner quelques chiffres, je vais essayer de les retrouver ici. Voilà, je l'ai mis ici en anglais, mais ça fait rien. C'est les chiffres qui viennent de Ukrainska Pravda et du site militaire ukrainien Militarny. Et ici, vous avez la quantité de kilomètres carrés gagnés par la Russie depuis juin 2024. Et vous voyez que il y a une augmentation régulière du nombre de kilomètres carrés qui sont gagnés par la Russie. Et ça montre qu'il y a effectivement une dynamique de gains territoriaux qui montre que l'Ukraine est en train de perdre régulièrement du territoire. Donc, je ne veux pas commenter ces chiffres, mais en gros, les Russes ont pris ces 6 derniers mois plus que tout ce qu'ils ont pris durant l'année 2023. Alors, il faut rappeler, et c'est important de le rappeler, que les Russes n'ont pas comme objectif de prendre du territoire ukrainien,
La prise de territoire ukrainien n'a jamais été l'objectif des Russes, malgré ce qu'on entend et qu'on continue à entendre sur nos médias. En revanche, l'objectif des Russes est la destruction du potentiel ukrainien. Et c'est les objectifs qui avaient été énoncés par Vladimir Poutine le 24 février 2022, et c'est les objectifs qui restent valables. Donc pour eux, même si on a des vitesses de progression dans le terrain qui augmentent, le but n'est pas de faire des progressions rapides. C'est ce qu'avait dit le général le général Sourovikine, pardon, en octobre 2022, où il avait dit notre stratégie n'est pas de faire des avances rapides sur le terrain, mais de grignoter, il avait utilisé le terme russe pour moudre les forces ukrainiennes sur le terrain. Donc tout ce qu'on a fait depuis octobre 2022, c'est en fait d'envoyer l'armée ukrainienne se faire littéralement moudre par les Russes. Voilà donc la situation qu'on a. Et on n'observe pas d'ailleurs parmi les Occidentaux, je parle des Européens principalement, de tendances qui pourraient s'infléchir. C'est-à-dire que les Européens, et Kaja Kallas, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, l'a répété, restent convaincus qu'une victoire de l'Ukraine est possible. Alors, je ne sais pas comment ils ont défini le mot victoire. À mon avis, d'ailleurs, il n'a jamais été défini clairement. Et il est clair qu'il n'y aura pas de victoire ukrainienne, il y aura une destruction définitive de l'Ukraine et c'est ce qui est en train de se passer. Donc la Russie continue exactement la même stratégie qu'ils avaient en octobre 2022. Il ne s'agit pas d'avancer, mais de détruire un potentiel de menace. Et c'est ce qu'ils font. Alors ce potentiel de menace, il ne faut pas oublier que en juin 2023, nous avions nos géniaux attachés, pas attachés, mais experts militaires, qui nous disaient que l'armée ukrainienne avait près d'un million d'hommes. 1 million d'hommes. Or, aujourd'hui, l'armée ukrainienne continue à recruter 30 000 hommes par mois et ne parvient pas à maintenir sa force sur le front. C'est-à-dire que, en clair, ils ont plus de pertes que les 30 000 par mois. Et c'est effectivement ce qui pousse les Américains, d'ailleurs, à inciter les Ukrainiens à exiger d'avoir de recruter maintenant les jeunes, c'est-à-dire, et c'est ce que vous aviez déjà, je vais revenir là, pardon, voilà, ça y est, la Maison-Blanche pousse l'Ukraine à recruter les individus de 18 ans. Alors, il faut voir un peu comment ça se présente dans voilà, on va prendre ça comme ça. En vert foncé et vert clair, vous avez pratiquement toutes les classes d'âge masculines qui sont en âge de faire la guerre, si vous voulez. Dans l'encadré que vous avez là, dans cet encadré, vous avez, selon la loi ukrainienne, les citoyens mâles qui sont en âge de combattre. Ça va actuellement, la limite a été descendue récemment de 27 à 25, et on a, entre 25 ans et 60 ans, les citoyens ukrainiens sont susceptibles d'être engagés pour le combat. Or, ça ne suffit plus. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, on essaye, les Américains poussent les Ukrainiens à aller piocher dans les classes d'âge plus jeunes. Et c'est évidemment des classes d'âge qui sont, par le fait qu'elles sont plus jeunes, elles sont mieux adaptées, si vous voulez, d'une certaine manière au combat. Mais il faut voir aussi les points négatifs de ça. Tout d'abord, vous avez cette ligne qui représente les cohortes ou la structure par âge, si vous voulez, de la population masculine en Ukraine, et vous apercevez que cette
catégorie qui est la mieux adaptée au combat, donc qui est entre 18 ans et 30 ans, grosso modo, eh bien, c'est le creux de cette structure par âge. Et c'est dû à des phénomènes qui sont à la fois économiques, etc., qui sont antérieurs à la guerre. D'ailleurs, ce creux n'est pas dû à la guerre, il est dû aux différentes politiques de natalité familiale, etc., l'émigration et tout ce qui s'est passé avant le conflit, même donc en 2022. Et aujourd'hui, vous remarquez que c'est en réalité ce creux-là, c'est là où se situe le futur de l'Ukraine. Parce que les jeunes, comme dans nos pays, notre futur, il est fait de ceux qui aujourd'hui ont entre 18 et 30 ans. Or, on voit que l'Ukraine, qui a essayé d'éviter de prendre dans ce capital futur, si vous voulez, eh bien maintenant, elle est poussée par les Américains à aller piocher dans ce capital. Alors, il n'y a actuellement pas de décision qui semble avoir été prise, en tout cas officiellement. Il y a des discussions. Certains disent que les décrets d'application d'un recrutement dès 18 ans sont déjà dans les tiroirs et pourraient être annoncés très prochainement en Ukraine. Je ne sais pas. C'est possible, c'est même très probable, parce que les Américains, et c'est notamment l'administration Biden, a conditionné le soutien américain à l'obligation d'aller piocher dans les classes d'âge entre 18 et 25 ans. Donc, on voit que les Ukrainiens sont en fait pris entre le marteau et l'enclume d'une certaine manière. On les oblige, on est dans un système quasi mafieux que l'Occident fait, de menacer l'Ukraine de finalement fournir ses ressources les plus précieuses de son futur pour que les Occidentaux continuent à soutenir l'effort de guerre ukrainien. Et tout ça, évidemment, au détriment d'une solution négociée. Donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Alors, vous avez évoqué le cas de la brigade, la 155e brigade dite mécanisée, dite Anne de Kiev. Et cette brigade, c'est une brigade que la France avait promis de créer en 2023. Et elle a commencé à être mise sur pied en mars de l'année passée, donc en mars 2024. Alors, on a beaucoup parlé des gens parce qu'effectivement, cette brigade, elle a été composée essentiellement de gens qui ont été recrutés pratiquement sur le trottoir. Je vais en reparler. Et comme pour toutes les autres unités de l'armée ukrainienne, eh bien, elle a fait l'objet de désertions très nombreuses. Et pratiquement, d'ailleurs, pendant la formation de cette brigade en France, pendant sa formation, vous avez des militaires ukrainiens qui ont déserté. C'est d'ailleurs un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, mais que nos médias n'ont absolument pas voulu relever parce qu'on part toujours sur cette espèce de narratif que les Ukrainiens veulent se battre contre les Russes, etc., qui veulent en découdre, qui sont tous féroces. Alors, il y en a beaucoup, effectivement, de militaires ukrainiens qui accomplissent leur devoir. Je pense qu'ils sont comme n'importe quel soldat dans n'importe quelle armée, ils sont recrutés et puis ils font leur devoir de citoyens pour le meilleur ou pour le pire. Et ça c'est sans doute le gros de la population. Mais il y en a beaucoup qui refusent ça. Et durant les années 2023-2024, on a eu en Allemagne et en Grande-Bretagne des unités ukrainiennes qui ont été formées et chaque fois on a observé que les soldats ukrainiens finalement quittaient la formation, s'évanouissaient dans la nature pendant la formation en Occident. Ils profitaient d'avoir eu le voyage payé pour ensuite s'éparpiller dans la nature et devenir un clandestin chez nous dans nos pays. D'ailleurs, le phénomène n'a pas
est pas totalement nouveau. Durant la guerre en Afghanistan, la Suisse avait essayé de former des officiers afghans au profit d'ailleurs de l'OTAN durant la guerre d'Afghanistan. Et je me rappelle très bien que, avec l'aide d'ailleurs des Affaires étrangères et du ministère de la Défense, on avait fait venir un certain nombre d'officiers afghans. Et puis on s'est aperçu tout d'un coup, après les premiers jours, il n'y avait plus un seul officier, ils avaient tous disparu dans la nature, ils s'étaient tous dispersés. Et finalement, il n'y a pas eu de formation du tout parce que ces soldats, ils avaient simplement profité de l'opportunité de venir en Occident pour déserter, tout simplement. Et c'est donc un phénomène qui est assez courant et comment l'Ukraine n'a pas fait exception. Alors, j'aimerais revenir sur cette 150e brigade parce que il y a des aspects intéressants du personnel et qui montrent finalement le problème qu'il y a au sein de l'armée ukrainienne. On a beaucoup parlé des désertions et tout ça, alors je n'y reviens pas, vous regardez, c'était devenu en fait une espèce de buzz. Par contre, il y a un élément qui me semble intéressant, c'est de voir la manière dont les soldats ont été recrutés. Alors quand vous regardez on va mesurer l'expérience opérationnelle des militaires qui ont été envoyés en France. Donc, il y a 2000 militaires de cette brigade mécanisée qui ont été envoyés en France pour formation. Et parmi ces 2000, il y en avait pratiquement 150 qui avaient moins d'un mois de formation. Autrement dit, c'est simplement des gens qui avaient été récupérés sur les trottoirs de je ne sais pas quelle ville, et puis qui avaient été simplement balancés comme ça avec un uniforme pour former cette brigade. Donc on a 7% de gens qui n'ont absolument pratiquement aucune formation et qui ont été recrutés sans même sélection. C'est-à-dire on a vraiment pris les gens qu'on a réussi à ramasser sur les trottoirs. Près de 1500 de ces militaires avaient moins de 2 mois de formation. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient été recrutés, qui n'étaient pas des volontaires, qui ont été recrutés contre leur gré et qui ont été avec une formation de moins de 2 mois. Donc c'est pour savoir ce que ça veut dire. En Suisse, ça correspondrait à la moitié d'une école de recrue. On considère qu'une école de recrue qui dure 4 mois est une recrue une formation à l'issue de laquelle on a un militaire qui est à peu près bien formé. Et elle dure 4 mois en Suisse, donc moins de 2 mois en Ukraine. Vous pouvez imaginer que ça représente vraiment une formation extrêmement insuffisante pour envoyer quelqu'un sur le champ de bataille. Il y avait environ 500, enfin 450 militaires qui avaient moins d'une année de formation, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà été sur le terrain probablement, qui avaient une certaine expérience et qui avaient, disons, on pourrait dire une certaine bouteille pour cette formation. Et finalement, 50 qui avaient une formation de plus d'une année. Donc en gros, sur les 2000 qui ont été envoyés en France, on avait environ 25%, soit environ 500, qui avaient une formation, une vraie formation de militaire, si vous voulez. Et ça montre, je pense que ce schéma est assez représentatif du désarroi dans lequel se trouve l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a essentiellement des militaires qu'on envoie sur le champ de bataille avec une formation minimale. En d'autres termes, on les envoie littéralement à la mort, d'une certaine manière. Et ça se fait, on le sait depuis très longtemps. Hein. Là, on a pu avoir ces chiffres sur Anne de Kiev, donc je vous montre ces chiffres. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, parce qu'il y a eu de nombreux articles qui sont parus, même dans la presse ukrainienne d'ailleurs, qui montrent qu'on a envoyé des soldats en sachant qu'ils n'avaient pas les capacités nécessaires pour combattre. Et ceci vous explique pourquoi, eh bien, d'une armée ukrainienne qui avait 1 million d'hommes il y a une année et demie, et donc qui était plus nombreuse que l'armée, que l'armée russe, puisque l'armée russe avait
Si je vous montre les chiffres, d'ailleurs les chiffres ukrainiens, hein, il n'y a pas de, c'est même pas les chiffres russes, donc on n'est pas même pas dans la propagande ici. Je veux juste vous montrer ça, voilà, comme ça. Voilà donc les effectifs tels que les Ukrainiens le voyaient, les effectifs de l'armée russe en Ukraine. Donc, on pouvait dire que jusqu'au début 2024 au minimum, l'armée ukrainienne était 2 fois plus puissante pratiquement que les effectifs que l'armée russe en Ukraine. Et pourtant, c'est l'armée russe qui avance et l'armée ukrainienne aujourd'hui n'a plus de personnel. Ce qui d'ailleurs tend à remettre en question les chiffres que nos médias donnent sur les pertes russes, qui manifestement sont des chiffres totalement politiques et des chiffres de propagande qui ne retracent pas la réalité. Et si effectivement les Russes avaient autant de pertes et si les Ukrainiens parvenaient à maintenir autant de troupes sur le terrain, bien, ils n'auraient pas besoin de recourir à des expédients pour recruter leurs militaires sur le terrain. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est et qui montre que les Ukrainiens sont dans une position extrêmement difficile. Alors, dans cette situation-là, les Ukrainiens essayent de récupérer ou de regagner un avantage. Et et là je vais vous montrer à nouveau une carte, pardon, on va faire comme ça, voilà. Et vous avez ici, dans l'oblast de Koursk, les Ukrainiens, vous le savez, ont lancé une opération l'année passée. Dans un premier temps, ils avaient pris un territoire relativement important. Ce territoire s'est considérablement réduit. C'est la configuration qu'il a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est-à-dire hier dimanche, les Ukrainiens ont décidé de lancer une offensive dans la direction d'un village qui s'appelle Balcheye-Sedalskoye et qui a afin, si vous voulez, d'étendre ce territoire. Alors ce territoire, il est minuscule, comme on l'a vu, hein, si on compare avec le territoire occupé par la Russie, on a un territoire qui est assez petit. Mais ce territoire, il est important pour Zelensky parce que c'est à peu près la seule carte qu'il a en main pour la seule monnaie d'échange, si vous voulez, qu'il aurait dans une discussion avec les Russes. C'est pour ça que pour Zelensky, ce petit territoire qui a aucune valeur militaire réelle, il a en fait une valeur stratégique pour lui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Ukrainiens relancent une opération sur ce territoire. C'est une opération qui a pas beaucoup d'espoir de réussite. D'ailleurs, elle a apparemment déjà été stoppée par l'armée russe et l'armée russe frappe. Je pense que les Russes aujourd'hui ont compris que ce territoire est plus important pour l'Ukraine qu'il ne l'est pour la Russie. Et par conséquent, les Russes ont utilisé cette avancée-là comme ce qu'on appelle dans le jargon militaire russe, Agnevoy Meshok, c'est-à-dire une poche de feu, ou ce qu'on appelle chez les anglo-saxons un killing zone, donc une zone de destruction. Autrement dit, ce petit territoire fonctionne comme une sorte d'aspirateur à troupes pour à la fois les Russes et les Ukrainiens, et les Russes détruisent systématiquement tout ce qui entre sur ce territoire. Et le fait que les Ukrainiens aient donné tellement d'importance à cette zone de Koursk a fait qu'ils ont investi énormément de troupes, qu'ils ont prélevées dans la zone principale des combats qui se trouve ici, dans la région du Donbass, et ils les ont injectés à Koursk, ce qui fait que non seulement Koursk est devenu une zone de destruction pour les troupes ukrainiennes, mais en plus de ça, l'ensemble du dispositif sur la ligne de front a été affaibli par l'Ukraine elle-même,
Et c'est ce qui explique pourquoi ces derniers mois, et vous avez vu tout à l'heure le petit graphique que j'ai montré, qui est que les Ukrainiens, pardon, les Russes avancent toujours plus vite sur le territoire, je le remets pro memoria, voilà. Vous voyez, c'est cette avance au fil des mois qui est toujours plus rapide, et vous voyez qu'à partir du mois d'août, on a pratiquement un doublement de la vitesse de progression ou du nombre de gains territoriaux. Eh bien, tout simplement parce que en investissant toutes les troupes sur ce territoire qui est stratégiquement important pour Zelensky, Zelensky s'est affaibli sur tout le reste de la ligne de front et il a permis les succès russes sur le reste du territoire. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Et ça, j'ai dit tout à l'heure que, et d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui l'ai dit, c'est Zelensky qui l'a dit, ce territoire de Koursk, enfin ce petit territoire dans l'oblast de Koursk, permettrait d'aborder des négociations avec la Russie. On s'achemine donc vers une situation où, sous, j'allais dire, la férule des États-Unis, eh bien, il devrait y avoir une négociation sur la question ukrainienne. Alors, les problèmes restent absolument, totalement identiques que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne, à savoir que, tout d'abord, on ne sait pas exactement ce que les Américains veulent négocier. Trump a dit qu'il voulait une négociation, ça on le sait. Trump ne veut plus investir d'argent et de ressources dans un conflit qui manifestement est perdu et que les Ukrainiens eux-mêmes ont reconnu comme perdu d'ailleurs, puisqu'on sait maintenant qu'en avril 2024, lors d'une réunion entre les Américains et les services de renseignement ukrainiens, le chef des services de renseignement ukrainiens, Kirilo Budanov, a déclaré que la guerre était perdue en avril 2024. Donc il y a pratiquement une année maintenant, ils ont vu que la guerre était perdue et qu'ils devaient passer à une stratégie de guerre asymétrique. Guerre asymétrique, c'est-à-dire des attentats, du terrorisme, des éliminations, des assassinats, etc. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a observé tous ces derniers mois, mais pas seulement ces derniers mois, depuis le début de l'année, je vous rappelle, on a eu les attentats dans la région de Moscou en avril de l'année passée, etc. Tout ça fait partie d'une stratégie qui consiste, une stratégie un peu nihiliste, si vous voulez. On sait qu'on a perdu, alors on essaye de faire le plus de dégâts possible à gauche et à droite avant d'avoir la défaite totale. Voilà, c'est un peu la stratégie appliquée par les Ukrainiens avec l'approbation des pays occidentaux. Donc, de nouveau, on est de nouveau sur cette notion à géométrie variable de notion de terrorisme. Il y a le bon terrorisme fait par les Ukrainiens contre les méchants russes, les gentils Hayat Tahrir al-Sham contre Bachar al-Assad. Donc, il y a du bon terrorisme et puis il y a le mauvais terrorisme, c'est celui qui consiste notamment à manifester pour la Palestine chez nous et qui est considéré comme terroriste. Donc on voit ici que l'Occident on appuie de stratégies qui ont été totalement déficientes, soit au Moyen-Orient, soit en Ukraine, eh bien est obligé de faire varier sa compréhension du mot terroriste. Bref. Ceci étant, la difficulté vient, pour revenir aux négociations en Ukraine, la difficulté vient du fait qu'on ne sait pas exactement ce que veut Trump, à part le fait qu'il veut se retirer. Mais quid de la suite? Et certainement que Trump veut laisser le bébé aux Européens, mais on sait d'autre part que les Européens n'ont pas les moyens de continuer à financer ce conflit. Donc on voit que les Européens n'ont absolument aucune stratégie pour prendre la continuation des Américains, que les Américains, eux, ont clairement dit qu'ils voulaient se retirer. D'ailleurs, le groupe de Rammstein,
qui est un groupe de 57 pays qui assure la coordination de l'aide à l'Ukraine, eh bien, ce groupe de Rammstein aura sa dernière réunion la semaine prochaine. Et à partir de là, Rammstein était une base américaine en Allemagne. Et c'est sur cette base que se réunissaient les représentants des 57 pays, c'est-à-dire des pays de l'OTAN, plus d'autres pays, comme la Suisse par exemple, qui ont une aide à la fois financière, politique, militaire, etc., pour l'Ukraine. Donc, ce groupe de Rammstein qui était fait sous l'égide des États-Unis, bien apparemment va cesser d'exister, ou alors il sera repris sous une autre forme par les Européens. Et donc, on voit que les Américains se retirent. Mais les Américains, eux, n'ont pas dit ce qu'ils voulaient faire exactement. Il n'y a apparemment pas eu, contrairement à ce que j'ai entendu sur certains sites et des commentateurs francophones qui disaient qu'il y avait eu des contacts entre l'administration, enfin l'équipe Trump et la Russie. Apparemment, il n'y a eu aucun contact qui a été pris jusqu'à maintenant. Et il faut s'attendre à ce que l'équipe Trump prenne en main le problème ce problème de la Russie, de l'Ukraine, à partir de janvier. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs semaines pour se mettre en route. Donc, ceux qui s'attendent à une négociation à partir du 20 janvier, je pense que c'est un peu un vœu pieux. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on veut atteindre. Les Russes ont très clairement dit, et le problème qu'on observe aujourd'hui en Occident, c'est qu'on a des tas de plans qui sont échafaudés, des idées qui fusent de gauche à droite. Alors, ce qu'on pourrait faire, envoyer des opérations, des gens de maintien de la paix, envoyer des troupes, geler le conflit, que sais-je. Or, à aucun moment, tous les scénarios qu'on évoque ne tiennent compte de ce que les Russes ont dit. Or, actuellement, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les Russes qui ont la maîtrise de ce qui se passe sur le terrain. Par conséquent, leur point de vue sera incontournable. C'est eux qui, dans ce conflit, tiennent le couteau par le manche. Et ils le tiennent par le manche par la faute des Occidentaux, parce que plus on avance dans le temps, moins l'Ukraine a d'atouts pour continuer pour engager une négociation. Par conséquent, l'Ukraine s'affaiblit au fur et à mesure de l'aide occidentale. Et c'est ce que j'ai dit depuis maintenant plus de 2 ans, c'est que l'aide qu'on fournit à l'Ukraine, loin de renforcer l'Ukraine, l'affaiblit et la met dans une position stratégiquement défavorable par rapport à la Russie. Et on a exactement l'illustration de ça chaque jour. Les Russes ont mis 2 conditions pour entrer en négociation. Ce n'est pas des choses qui doivent être négociées, c'est des choses qui sont la ligne de base pour entrer en négociation. Ces 2 choses ont été énoncées par Vladimir Poutine le 14 juin 2024 lors d'une réunion avec les cadres du ministère des Affaires étrangères russe, et ce sont deux conditions. La première est que les 4 oblasts anciennement ukrainiens du sud et de l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire les oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, soient sous contrôle complètement russe. Soit parce que les Ukrainiens les ont abandonnés, soit parce que les Russes les ont repris. Donc, ça c'est la première ligne de base. Et la deuxième ligne, qui est la condition initiale, c'est que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Pas dans 5 ans, pas dans 2 ans, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans, ne fasse pas partie de l'OTAN. Point final. Voilà. Ça, c'est les 2 conditions de base qui ont été énoncées. Tout le reste est sujet à négociation par la suite. Or, donc ça, c'est les conditions de base. Si vous voulez, n'importe quel plan que Trump peut faire, il devra partir de ces 2 conditions pour la commande. Et les Russes n'ont aucune intention de transiger sur ces points parce que leur expérience montre que les Occidentaux n'ont jamais respecté les engagements qu'ils ont faits.
Je vous rappelle que les Occidentaux, la France et l'Allemagne en particulier, avaient été les garants des accords de Minsk et qu'ils ont avoué par la suite qu'ils n'ont jamais eu l'intention de pousser l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk. Or, les accords de Minsk étaient l'élément qui a, ou plutôt dont le non-respect a conduit à l'opération spéciale. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Par conséquent, la France et l'Allemagne ont montré qu'ils n'avaient pas de parole. Je rappelle qu'en 2014, même avant les accords de Minsk, la France, l'Allemagne et la Pologne avaient été garants de l'accord qui avait été passé entre les manifestants de Maïdan et le gouvernement de Yanukovych. Et ces trois pays, Pologne, Allemagne et France, avaient garanti que on avait un accord entre les manifestants et le gouvernement et qu'il y allait avoir des élections, etc. Or, là aussi, ni la France, ni l'Allemagne, ni la Pologne n'ont tenu parole. Le gouvernement Yanukovych a été renversé 2 jours après la signature de cet accord et ça a conduit d'ailleurs à tous les troubles qui ont suivi, et notamment les troubles dans tout le sud du pays, qui ont immédiatement éclaté le 23 février 2014, et qui sont à l'origine des troubles dans le Donbass, etc. Et puis, il y a encore un autre exemple de parjure de la France et de l'Allemagne, c'est lorsque, en mars 2022, il y a eu cet accord qui était encore embryonnaire et qui devait être encore accepté, mais que les Russes étaient prêts à accepter dans le cadre de la négociation d'Istanbul. Et là, la France et l'Allemagne ont dit que pour garantir cet accord, ils demandaient à la Russie un gage de bonne volonté et de retirer les forces qu'elle avait de la région de Kiev. Et c'est pour cette raison qu'à la fin mars, le 29 mars 2022, les Russes ont retiré leurs forces de la région de Kiev, ont replié toutes leurs forces en geste de bonne volonté pour que l'accord soit signé. Et à peine les Russes ont retiré leurs forces que l'Allemagne et la France ont fait marche arrière et ont poussé l'Ukraine avec les Britanniques à ne pas signer cet accord et on est retombé dans le conflit. Donc on voit que les pays occidentaux ont systématiquement, se sont parjurés, systématiquement, n'ont pas respecté leurs paroles et aujourd'hui, eh bien, les Russes, on dit maintenant ça marche plus. Maintenant, soit vous faites ce qu'on dit, soit eh bien, on détruit, on continue et on avance. Après tout, c'est eux qui ont, comme je l'ai dit, le couteau par le manche à ce moment-là. Donc, on est un petit peu dans une situation où les Occidentaux payent le prix de leur lâcheté, de leur malhonnêteté et de leur incapacité à la fois morale et politique de respecter les accords qu'ils avaient pris. Voilà. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, on peut le déplorer, ceux qui en souffrent sont les Ukrainiens, mais il faut voir derrière cette souffrance, la réalité, c'est que les gouvernements Hollande, Macron, Merkel, Scholz sont des gouvernements parjures qui n'ont pas de morale, qui d'ailleurs continuent à soutenir des exterminations de populations au Moyen-Orient, qui travaillent avec le terrorisme. Donc on est dans une continuité. Nous n'avons aucune valeur. Nous utilisons nos valeurs uniquement à géométrie variable. Et d'ailleurs, ça n'est pas une invention ni une interprétation de ma part. Je me réfère toujours à ce mémorandum qui avait été adressé à Rex Tillerson, qui était à l'époque, en 2017, le chef de la diplomatie américaine, c'est le secrétaire d'État de Donald Trump. Et il y a un mémo qui lui a été adressé et qui précisait que le fait d'utiliser les droits de l'homme, les Américains s'en fichaient complètement de savoir si on appliquait ou non les droits de l'homme, mais on utilisait les droits de l'homme uniquement comme outil de pression contre nos ennemis.
C'est tout. Il n'y a donc absolument aucune valeur. Nos parlementaires, nos politiciens, nos journalistes qui prétendent avoir des valeurs n'en ont en réalité aucune. Ce sont des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun sens du respect de la vie humaine, qui n'ont aucun respect du sens de la parole donnée et qui, sous prétexte que tel gouvernement est autocrate, etc., eh bien, eux se permettent à leur tour d'être autocrates et de favoriser des crimes. Comme la justice internationale, il est faite d'après la confirmation des politiciens américains pour Poutine et quelques présidents africains, mais n'est pas faite pour les Américains, pour les Européens et pour les Israéliens. Oui. Alors effectivement, là vous faites référence à la Cour pénale internationale et j'ai passé plusieurs années en Afrique, évidemment, toujours dans des zones de crise, toujours dans des zones, et d'ailleurs j'ai moi-même été confronté à la question de la Cour pénale internationale parce que en 2005, nous avions réussi à la demande de la Lord's Resistance Army, qui était un mouvement, l'équivalent de Boko Haram, mais en chrétien, si vous voulez, et qui était un mouvement qui écumait le nord du Congo